Madame, Monsieur, bonsoir. Construire des routes, développer l'agriculture, exploiter les ressources minières ou encore créer donc des zones industrielles, autant de projets indispensables au développement économique d'un pays. Mais derrière ces ambitions se cachent parfois donc des risques majeurs, pollution des eaux, dégradation des sols, destruction donc de la biodiversité ou encore impact sur la santé et les conditions de vie des populations. Pour mieux donc prévenir ces risques, le gouvernement burkinabé a adopté en Conseil des ministres un décret renforçant donc le dispositif national d'évaluation environnementale et sociale. Désormais, davantage de projets, de programmes et d'activités devront faire objet d'études préalables afin donc d'identifier et de limiter leur impact sur l'environnement et les communautés. Cette réforme donc concerne notamment les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, des mines et de l'industrie, des domaines donc stratégiques pour l'économie nationale. Quels sont les objectifs de ce décret? Pourquoi était-il devenu nécessaire? Comment permettra-t-il donc de mieux protéger l'environnement et les populations tout en accompagnant le développement du pays? Autant de questions qui trouveront donc leur réponse dans cette édition de débrief du Conseil pour votre émission donc qui est consacrée à l'analyse des grandes décisions prises donc en Conseil des ministres et leurs implications sur la vie nationale. Pour en parler donc, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Dr Gaussou Nebié, sociologue politique et enseignant-chercheur. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir madame, merci. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, docteur, le gouvernement vient donc d'élargir la liste donc des activités soumises donc à l'évaluation environnementale et sociale. Quelle vision de la gouvernance environnementale traduit cette décision? Merci. Et je pense qu'il faudrait dire qu'on ne peut pas se développer sans prendre en compte l'environnement. Parce que l'homme agit sur l'environnement pour lui, a priori, de manière égoïste et dans ses intérêts. Et cela a conduit à des problèmes d'ordre environnemental. Au niveau international et bien sûr au plan national, c'est une réalité. Donc la question environnementale se pose. Et le problème est que si nous voulons continuer à nous développer, bien sûr, on ne peut pas parler de développement sans prise en compte de l'environnement. Il faudrait bien sûr tenir compte donc, de sa durabilité, de sa bonne gestion. Et bien sûr, en tenant compte des générations présentes et futures. Cela, bien sûr, a conduit le gouvernement burkinabé notamment à prendre en compte un certain nombre de mesures, à commencer par l'adoption du Code environnemental de 2013. Mais cela n'était pas véritablement, à l'article 29, voilà, il fallait prendre en compte, et en Conseil des ministres, il fallait trouver des décrets de mise en application et qui détaillaient les activités qui devaient être prises en compte. Mais bon, on s'était rendu compte que jusque-là, il y avait toujours un vide. Parce que les acteurs qui étaient concernés par cette mesure, par ce code environnemental, dans le sens bien sûr de la protection de l'environnement, ces acteurs étaient vraiment restreints. Alors qu'il y a une multitude d'acteurs aujourd'hui qu'il faut prendre en compte, tel que vous l'aviez dit, dans le secteur minier, de l'agriculture, bien sûr de l'élevage, et puis bon, et de l'industrie. Donc aujourd'hui, si la vision est qu'il faut asseoir le développement sur l'environnement pour le développement du Burkina Faso, bien sûr en faisant en sorte que le développement soit possible aujourd'hui, demain et plus tard. Et ça, si on se fonde sur l'environnement, si on exploite l'environnement, on se fonde sur l'environnement pour se développer sans véritablement prendre en compte la question de sa gestion. Dans le temps, on risque un jour de voir le socle même du développement être remis en cause, être détruit. Et là, ce n'est pas bien. Je pense que le gouvernement a bien vu. La vision est qu'il va falloir, comme on l'a toujours dit, en sociologie et bien sûr dans les autres sciences, on sait très bien que la question environnementale mérite véritablement d'être prise en compte de manière concrète, sans quoi le développement est un leurre. D'accord. Alors, docteur, ce décret intervient dans un contexte marqué donc par l'essor des activités minières, agricoles et industrielles. Pourquoi était-il aujourd'hui essentiel d'intégrer davantage les préoccupations environnementales dans les projets de développement? Ok, pour cette question, il faudrait dire que le nouveau décret qui a été adopté en Conseil des ministres, bien sûr, se fonde sur un certain nombre de raisons. Je vais citer 3. La première raison est qu'il fallait que le gouvernement mette en application le Code environnemental de 2013
notamment son article 29 qui stipulait qui stipule, je lis, il prend en compte de nouvelles activités liées à l'agriculture, à l'élevage, aux mines et à l'industrie. Les vergers, les fermes agricoles, les champs expérimentaux, les parcs de vaccination du bétail, les zones, excusez-moi plutôt, la liste des activités ainsi que des plans, programmes et politiques soumis à évaluation environnementale et établis par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l'environnement. C'était l'article 29 du Code de l'environnement de 2013. Donc, il fallait bien sûr prendre ce décret-là pour véritablement mettre en application ce code et un certain nombre de dispositions. Deuxièmement, il fallait préciser des activités soumises donc à l'évaluation environnementale. D'où encore ce décret, c'est la deuxième raison. Ces activités-là, c'est ce que j'ai cité, c'est les vergers, les fermes. Donc, il y a le domaine de l'agriculture qui est aujourd'hui concerné, le domaine de l'élevage, le domaine de l'industrie et bien sûr le domaine donc des mines. Et vous savez très bien que cette deuxième raison était essentielle. Nous avons beaucoup d'acteurs et ça, c'était important. Il y a également la troisième raison, c'est la prise en compte de nouveaux acteurs. Parce que par le passé, les acteurs étaient restreints, c'était par exemple la société civile, parce que ceux qui réfléchissaient un peu sur la question environnementale. Alors qu'aujourd'hui, quand vous partez en milieu rural, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, les activités qui se mènent ont un impact direct sur l'environnement. Et les acteurs sont devenus, avec la pression démographique, avec les questions foncières qui se posent, aussi bien au niveau rural, en milieu rural qu'en milieu urbain, il va falloir véritablement prendre en compte tous ces acteurs qui émergent. Notamment, je prends le cas des agro-businessmen. Ils sont nombreux, ils ont des centaines d'hectares. Et quand il y en a qui acquièrent donc ces terrains d'une centaine d'hectares, ils ne vont rien produire et ils abattent plus de tous ces 100 hectares, ils abattent tous les arbres là-dessus sans remplacer. Est-ce que véritablement, ils pensent véritablement à la protection de l'environnement? Donc, ce sont des questions, si on ne mettait pas en cause, on ne prenait pas ce décret, voilà, ça risquait véritablement, je trouve que c'est tard, mais c'était bien. Parce que le gouvernement a très bien réfléchi, sans quoi on risquait de se lever. Un jour, trouver que tout est détruit. J'ai des exemples comme ça, quand vous partez par exemple dans le Ziro, dans le Grand Ouest, si vous partez par exemple dans la Sicile, vous rendez compte que souvent même l'État est lui-même en train de négocier ses propres terrains. C'est ça. Ce sont des réalités. C'est ça. Alors, les projets industriels sont souvent synonymes donc, de croissance et de création d'emplois. Mais lorsqu'ils sont mal encadrés, quel impact peuvent-ils donc avoir sur l'environnement et les ressources naturelles? Ah, mais le premier impact là, c'est la destruction de l'environnement, des ressources en eau. Comme vous l'avez tantôt dit. Voilà, des ressources végétales et des ressources fauniques. Alors que, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? On veut se développer, comme je le disais. La problématique, c'est qu'on ne peut pas quel que soit le domaine d'activité aujourd'hui, on a besoin de prendre, ça se fonde sur l'environnement. Donc, l'environnement, c'est à la fois l'objet. Maintenant, mais le moyen, mais aussi la finalité que nous devons aujourd'hui protéger. Les activités minières, quand vous voyez, à grande échelle surtout, que ce soit même quand vous prenez le cas de l'orpaillage, vous voyez ce que les gens font. Donc, c'est un impact direct sur la dégradation et surtout l'utilisation de certains produits prohibés qu'il faut véritablement encadrer. Donc, si on ne prend pas les acteurs même, on doit les lister. Comme le gouvernement l'a dit, ils sont listés aujourd'hui dans ce décret et la prise en compte de tous ces acteurs permet réellement d'identifier les dégâts qu'ils font sur l'environnement. Surtout les mines, vous voyez bien, comme vous en parlez, quand on prend les différents secteurs miniers, ils ont une capacité, vu les moyens d'exploitation, ils ont une grande capacité, plus que les autres acteurs. Mais, et vous regardez, il y a des produits chimiques qu'ils utilisent, les conséquences sont à long terme. Et ces produits-là, à la fois, c'est détruit, et pour la restauration, c'est tout à fait compliqué. Donc, il va falloir véritablement réfléchir sur l'exploitation de l'environnement, mais aussi à sa protection, comme le dit ce décret. Parce que si on protège, c'est mieux que de prévenir que de vouloir guérir. Parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à restaurer. Il y a beaucoup de ressources que nous avons perdues, ressources végétales, la question d'eau de plus en plus se pose au plan international.
Et nos eaux, aujourd'hui, restent encore les eaux les plus saines, en tout cas les eaux souterraines. Donc, si on ne prend pas des mesures pour les protéger, ça sera compliqué. Vous avez vu tout récemment ce qui s'est passé au barrage de Tanguy. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des conséquences visibles pour lesquelles le gouvernement est obligé de prendre en compte donc, ces différents acteurs. Mais là, est-ce qu'on peut dire que c'est l'impact au niveau du barrage qui a provoqué ces prises de décision ou bien il fallait? Parce que vous avez tantôt parlé qu'il était un peu tard. Oui, c'est un peu tard parce que je le disais, ce que j'ai vu, moi je vois, étant sociologue, je tourne dans les différentes localités, mais je pense qu'on peut toujours rattraper le retard. Parce que j'ai vu des situations où des gens, par exemple, comme je le disais tantôt, ils abattent des arbres et puis ils ne remplacent pas. Voilà, on a vu le cas au niveau du barrage. Les analyses qui ont été faites, on s'est retrouvé qu'il y a quand même une pollution des eaux. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer comme ça? Voilà, donc c'est une situation véritablement qu'il faut... Voilà, je pense que le gouvernement, ça a été un déclic, mais je peux dire aussi que c'est l'élément ce n'est pas l'élément déclencheur, mais l'élément en tout cas qui prouve que le décret a sa raison d'être prise. D'accord. Alors, le décret intègre désormais donc, les zones économiques spéciales, comme les parcs industriels ainsi que certaines activités agricoles et pastorales. Pourquoi cette extension du champ d'application était-il nécessaire ici? Oui, il fallait véritablement, pour une meilleure protection de l'environnement, il faut d'abord prendre en compte ces différents secteurs d'activité-là. Pourquoi? Oui, parce que il n'y a pas un petit impact en matière de protection de l'environnement ou de destruction de l'environnement. Voilà, il n'y a pas de petite action. Toutes les actions doivent être prises au sérieux. Et là, le gouvernement, si implique tous les acteurs, il va ratisser large. Mais la difficulté est que c'est bien l'idéal c'est bien d'impliquer tous les acteurs, de les prendre en compte, parce que les actions ont une conséquence. Même le sachet d'eau que je bois et puis je jette, ça même, ça a une conséquence. Voilà, ou bien le bidon d'eau que je jette dans la rue, ça pose un problème. Alors donc, pour vous, il faut organiser aussi le secteur de l'élevage, l'agriculture et tous ces trucs-là? Oui, mais il va falloir en tout cas réfléchir là-dessus parce qu'il y a un impact, parce qu'on voit comment, quand des animaux, le pâturage à grande échelle, et si ce n'est pas organisé par zone, dégager ce qu'on appelle les forêts ou les zones pastorales. Si les zones pastorales ne sont pas reprises en compte et puis encadrées, ça risque de poser un problème. Donc, le problème est seulement est-ce que ces acteurs comprennent, comment faire pour qu'ils comprennent, c'est ça les contraintes de ce décret et comment faire en sorte que, en tout cas, ce décret soit vulgarisé et expliqué pour que chacun de ces acteurs puisse se l'approprier. Et maintenant, il ne faudrait pas que l'application de ce décret-là mette en mal, par exemple, allonge le processus. Par exemple, en voulant créer un verger, une ferme, en voulant faire l'élevage, parce que ce sont des activités qui ont un impact sur l'environnement, mais comment faire pour que les procédures-là ne soient pas assez longues? Ça risque de décourager. Alors qu'on a à la fois besoin de protéger l'environnement, mais également de se développer. En fait, c'est un dilemme, mais il faut ce décret, s'il est bien appliqué, permet de concilier les deux problématiques. Protéger l'environnement en se développant. D'accord. Alors, au-delà donc de la préservation de l'environnement, comment les évaluations environnementales et sociales permettraient donc de mieux protéger les populations et de prévenir les tensions autour donc des projets de développement? C'est là, vous allez voir, c'est là l'importance des sciences sociales, notamment de la sociologie. Je vous le dis parce que tout projet qui a un impact sur l'environnement mérite d'abord une évaluation avant même sa mise en œuvre. Deuxièmement, pendant, c'est-à-dire et post. C'est-à-dire quand le projet est également fini, il faut refaire l'évaluation pour voir et puis il faut des cahiers de charges. Donc il y a un certain nombre de choses pour voir l'évaluation. C'est-à-dire, avant la mise en œuvre du projet, permet donc de concilier les acteurs, de créer le dialogue, de susciter, par exemple, comment faire pour que l'environnement puisse être protégé, parce qu'il y a même des lieux, voilà, ça permet une mise en application des acteurs locaux, puisque souvent des projets, on a des zones protégées, des zones voilà, cultuelles, voilà, des terrains cultuels, où par exemple les gens font des... Donc tout ça, ça doit être pris en compte. Vous savez que traditionnellement, là où on dit que ce sont des forêts sacrées, ce sont également des mécanismes de protection indirecte de l'environnement. Donc quand on revient également pendant l'activité, comment faire pour que l'environnement soit protégé, pour que ça ne puisse pas détruire, en tout cas, beaucoup de choses. Donc, il faut un certain nombre de mesures avant
pendant et après la mise en œuvre d'un projet. Donc, ça veut dire que c'est un encadrement, cette gestion-là doit être véritablement à 3 niveaux. Et l'impact, l'évaluation des impacts, là, ça se fait comme ça. Alors, dans le décret, on voit que le gouvernement insiste sur la santé des populations. Est-ce que c'est vraiment... Pourquoi ce pan est aussi bien pris en compte? Pourquoi l'État veut miser sur le bien-être même de la population pour vous? C'est très important parce que, comme je le disais, la population, d'abord, c'est une vision très logique. Dans la mesure où l'environnement est fait, en fait, c'est pour les générations présentes, mais en même temps pour les générations futures. Donc, on voit que ce soit avant, par le passé, aujourd'hui et demain, ou plus tard, ça veut dire que l'environnement appartient à tout le monde. Donc, comment le protéger? Nous, on peut détruire. Par exemple, on peut exploiter les ressources minières et autres phoniques et floriques, voilà, pour nos intérêts, pour nous développer aujourd'hui, sans même tenir compte des générations à venir. Donc, en ce moment, ça serait de l'égoïsme. Donc, quand je parle ici, c'est pour dire que l'homme est toujours au centre donc, de tout. L'homme doit savoir que l'environnement doit être protégé pour lui, pas pour l'environnement lui-même, mais d'abord pour lui. Et la santé des populations aujourd'hui, on ne peut pas faire une révolution, on ne peut pas espérer le développement, même si l'environnement se porte bien et que les populations ne le sont pas, ce n'est pas évident que le développement sera possible. Donc, il faut concilier les deux problématiques. Santé, protection de l'environnement et santé de la population. Les deux vont ensemble. Et ça, l'un sans l'autre est illusoire. Alors, dernière question donc pour terminer cette émission. Peut-on considérer ce décret comme un outil stratégique permettant donc au Burkina Faso de concilier croissance économique, industrialisation et développement durable? C'est possible. Et je pense que c'est pourquoi je dis c'est seulement un nombre de contraintes qu'il faut essayer de penser d'avance. Ça veut dire comment faire pour que ce décret soit réellement mis en application, pour qu'il soit vraiment compris, pour que les acteurs se sentent la nécessité. Parce que est-ce que les gens prennent vraiment conscience de la destruction réelle de l'environnement, alors que nous en sommes dedans, hein? Donc, c'est une nécessité. Mais tout, si on prend en compte la protection de l'environnement tel que c'est dit dans le décret, ça veut dire que les évaluations seront faites, les projets seront mis en œuvre et bien sûr, on pourra exploiter les ressources tout en préservant l'environnement et en préservant la santé de la population. Donc, il faut allier développement économique, protection de l'environnement et bien sûr santé de la population. Parce que la croissance peut exister, vous pouvez exploiter l'environnement, vous développer et avoir une croissance économique, mais c'est le but de l'industrialisation. Mais à long terme, si les populations ne sont pas en bonne santé, à qui ça profite? Donc finalement, vous serez là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de développement. Alors que le développement, c'est la croissance avec une répercussion sur les conditions de vie des populations. Alors nous sommes au thème donc, de notre émission. Un mot de fin? Bon, le mot de fin, c'est de féliciter le gouvernement pour ce décret-là, parce que sans ça, le développement, quand on parle de durable, un développement qui n'aime pas de durable n'en est pas un. Mais il faut donc penser le développement pour nous et pour ceux qui vont venir. Là, et donc, c'est encourager le gouvernement dans ce sens et lui dire que ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est de véritablement mettre les moyens techniques, les moyens humains, les ressources nécessaires pour que ce décret-là, en tout cas, et puis assainir, voilà. Mais également un dernier appel, mettre en application ce décret sans véritablement alourdir le processus. Il faut alléger pour que les projets ne soient pas, ça n'handicape pas la mise en œuvre d'un certain nombre de projets de développement. Merci beaucoup, Dr Gawusu Nebié, pour vos analyses et vos éclairages sur cette importante réforme. Je rappelle que vous êtes sociologue politique, pardon, j'ai du mal avec ce mot, et enseignant-chercheur. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci. Ainsi s'achève donc cette émission de débrief du Conseil. Nous retiendrons donc que ce décret marque une étape importante dans le renforcement de la gouvernance environnementale au Burkina Faso. En élargissant donc le champ des activités soumises aux évaluations environnementales et sociales, le gouvernement entend mieux anticiper les risques, protéger les ressources naturelles et préserver donc les intérêts des populations. Le défi est clair, accompagner le développement économique du pays tout en
en agrandissant donc une gestion durable de l'environnement pour les générations présentes et futures. Merci, Madame, Monsieur, pour votre aimable attention. À très bientôt donc pour un nouveau numéro de Débrief du Conseil. Agréable soirée à toutes et à tous. Bonsoir.